Bonjour à tous et à toutes. Encore un grand merci. C'est vraiment un honneur pour le PNUD de participer à cet événement qui aujourd'hui est une rencontre, comment ça s'appelle, reconnue et obligée de tous les acteurs intéressés en termes de développement économique, naturellement finance et développement d'Haïti en général. Donc, nous sommes ravis d'associer le PNUD à cet événement et remercions le groupe Croissance et notamment Monsieur Farrell pour cette invitation et cette participation de la part de notre organisation. Je veux aussi vous dire que le PNUD a un intérêt renouvelé en termes économiques, en termes de développement. Le développement, mais en termes économiques, notamment des thèmes de appui au secteur privé, dotation de capital, jeunesse. Et donc, vous allez avoir, disons, plus d'échanges avec nous sur ce domaine et nous serons beaucoup plus à l'écoute sur ce domaine. Donc, voyez ça aussi comme une invitation de notre organisation de vous écouter et voir peut-être où est-ce qu'on peut serrer les coudes et travailler ensemble et probablement établir des synergies. Donc, à votre disposition. Je voulais aussi remercier la représentante du BID. Naturellement, un intérêt et un message renouvelé de collaboration avec la BID et tous les autres partenaires et la remercier pour la présentation de son portefeuille qui est naturellement extrêmement important et extrêmement nécessaire dans les temps qui sont courts. Et aussi remercier la présentation de Moisson. Monsieur Moisson, je dois dire que j'ai pris plusieurs notes, donc ça a été extrêmement intéressant, et notamment, pas simplement son analyse macro et micro, mais ses perspectives sur les scénarios futurs, mais aussi son point de vue sur les potentialités d'Haïti qui, sur un autre modèle, sont plus qu'évidentes et sur lesquelles nous partageons la même perspective. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la diaspora haïtienne et son rôle, disons, dans une dynamique d'investissement et d'appui au développement. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques éléments. Mon analyse n'est pas prescriptive. Je vais vous donner quelques éléments de réflexion et peut-être quelques éléments en ce qui concerne l'action du PNUD dans ce domaine qui, comme vous le savez tous, nous ne sommes qu'une petite goutte. J'espère qu'on aura un effet catalytique. Mais sachez qu'on prend avec beaucoup d'intérêt, et je veux le dire avec beaucoup de passion, ce sujet, comme tous les autres, et donc on voudrait partager quelques réflexions. Donc, je passe à la présentation. Quelques éléments, on va parler un peu de thème de la diaspora, mais moi, ce que je voulais, c'est parler des éléments applicatifs. Nous sommes des agents de développement, donc l'analyse est importante, mais aussi des éléments de réponse sont fondamentaux. La première chose pour nous que je voudrais mettre en avant, c'est que la position du PNUD est basée sur des potentialités. Nous croyons que Haïti a un potentiel énorme dans tous les sens. Commençons par sa jeunesse, sa position géostratégique, des éléments de son économie. Comme disait le monsieur Moisson, il y a des intellectuels de très haut niveau, des techniciens de très haut niveau, de l'art, vous en avez en abondance dans tous les secteurs et la liste est interminable. Donc ce potentiel est là et peut-être de temps en temps il est bien de se positionner et le PNUD l'a fait. Donc nous avons publié au mois de juillet, donc on était encore en pleine crise et nous avons dit la prospérité est toujours possible en Haïti. Et donc ça a été un message non seulement de conviction, mais un message aussi d'appui et de positionnement du PNUD. Vous savez qu'un mois après, il y a eu un article du Foreign Affairs qui a dit qu'il y a une fenêtre d'opportunité en Haïti. Et je pense qu'il est bien de temps en temps, en tant qu'organisation, de dire ça, c'est notre positionnement. Et notre positionnement, c'est un positionnement de conviction que malgré naturellement les réalités qui nous affectent tous journalièrement, il y a des potentialités, il y a des voies de sortie et disons, un avenir plus prospère est possible. Et ça a été pour nous un élément important que nous avons fait par écrit à travers un média international. D'ailleurs, nous allons écrire sur ce même média dans quelques mois un autre article, mais je vous laisse le tempo après. Donc, je vais vous dire, je commençais avec des généralités sur le thème de la diaspora, mais peut-être, et là, ce que je veux, c'est rentrer sur le vif du sujet, sur les parties, disons, si naturellement le slide me le permet. Voilà. Donc, je vais répéter ce que vous savez tous. Avant tout, le rôle de la diaspora, on sait très bien que c'est à peu près 20% de PNB, mais peut-être qu'il y a un élément qualitatif qu'il faut mettre en avant. La diaspora transmet ses fonds via des transferts à l'extérieur, ou remittances, je ne me rappelle plus de l'expression, mes excuses pour ça, et mes excuses pour la présentation en anglais. Comme j'ai des vidéos, je fais tout en anglais, au lieu de traduire une partie en français et une partie en anglais.
Donc, mes excuses pour ça. Et puis, c'est une excuse pour que vous m'écoutiez au lieu de lire ce que je vous présente. Mais ce qu'on sait que ces transferts de financement vont à des faillites pour la consommation. Donc, lorsqu'on parle d'investissement, l'équation n'est pas vraiment correcte. Beaucoup de ces fonds qui sont remis par la diaspora sont pour la consommation courante des ménages, des familles, et pas en grande partie pour de l'investissement. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut motiver la diaspora pour qu'elle investisse, au-delà de, naturellement, faire des transferts d'argent à leurs familles, leurs amis, et qui s'en doit. Donc, quelques réflexions et après je rentrerai à quelques suggestions. On sait tous que, et je vais répéter des éléments fondamentaux, naturellement la sécurité est une pierre angulaire d'une évolution en termes positifs de la situation. Naturellement la stabilité politique, l'infrastructure et la représentante du BID en a parlé, c'est aussi un thème qui leur tient à cœur, sur lequel ils ont une grande expertise. Mais aussi, lorsqu'on parle d'un cadre favorable, c'est tout ce qui est les procédures administratives, le thème de la propriété que M. Moisson a dit, le thème de la propriété est fondamental. On investit, on veut s'assurer que sa propriété nous reste. Et donc, l'assurance de la propriété ou la certitude que la propriété revienne, le cadre légal est fondamental. Et cela va avec les thèmes de transparence, de rendition de comptes. Mais ce que je veux aussi mettre en avant, et peut-être j'ajoute quelques éléments, c'est les éléments aussi de moyen et long terme. Haïti a une jeunesse abondante. Comme disait M. Moisson, ce n'est pas simplement une jeunesse pour être exportée, mais c'est une jeunesse qui a un atout, qui a un potentiel pour le pays. Et aujourd'hui, les moins de 25 ans, c'est 54% de la population. C'est un actif, et cet actif, il faut y investir. Donc, on parle d'éducation, éducation professionnelle. Et lorsqu'on parle aussi du rôle du digital, où aujourd'hui les jeunes apprennent tout en 30 secondes via leur cellulaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'activer et on peut donner cours à notre imagination. Mais je laisse ça pour après. Et donc, où sont les incentives pour l'investissement, notamment de la diaspora? Et là, je vais commencer à vous donner quelques éléments pour provoquer la conversation. Mon intention n'est pas de vous donner une réponse. Je ne suis pas là pour donner un cours académique, mais juste pour provoquer une conversation. Alors, moi, ce que je pourrais dire avant tout, c'est pourquoi il n'y a pas d'investissement. Une réponse pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas de projet bancable. On pourrait dire ça. Où sont les projets bancables? Aujourd'hui, il serait important de voir, et moi je les cherche d'ailleurs comme PNUD, pardon, le PNUD les cherche, c'est où sont les espaces où aujourd'hui on trouve des projets bancables ou qui sont en train d'être appuyés. Donc, on sait qu'il y a des incubateurs, on sait qu'il y a des accélérateurs, il n'y en a pas beaucoup, au-delà des grands projets que tout le monde connaît. Et je pense que l'idée de créer un espace d'interlocution, de connexion entre projets bancables ou qui sont doivent d'être, disons, appuyés et renforcés pour qu'ils arrivent à différentes formes de capital jusqu'à arriver à un capital commercial sont des éléments importants. Et je pense qu'il est important aussi d'avoir des espaces justement de connexion. Et là, je vais me permettre de rentrer avec quelques idées. Donc ça, ce sont peut-être une façon de voir les choses. Il n'y a pas d'investissement de la diaspora parce qu'il est difficile de trouver du pipeline. Et donc, la question n'est pas simplement comment les motiver à eux, mais aussi trouver des projets viables ou les mettre en avant, les appuyer, ou trouver des espaces où cette connexion peut s'être faite. Et peut-être ça fait partie aussi de la réponse. Donc, nous, du côté du PNUD, on est, comme je vous l'ai dit, en train de développer un portefeuille économique, de nouveau dans le cadre de notre savoir-faire. Et je vais vous donner quelques éléments de réflexion. La première chose, et vous voyez cette image que j'ai mise, on nous a à peu près 9 points. Un, c'est le thème de la vision économique. Et si je vous posais à tous la question, quelle est la vision économique de ce pays? Sur un pays qui aujourd'hui au cœur des routes maritimes internationales, un pays qui est à 2 pas des marchés les plus importants de la Terre et d'autres marchés aussi en termes du reste du continent. Un pays qui a un capital humain excellent, qui a un énorme potentiel. Un pays qui peut bénéficier d'une façon directe, et qui est en train de le faire d'ailleurs, de l'économie digitale. Et donc, je reviens à tous les autres thèmes que vous avez parlé, le thème de l'agriculture et tout ça, mais de nouveau, il y a un élément d'un Haïti qui se trouve dans une économie régionale, une économie caribéenne, une économie globale.
qui profitent de cette opportunité, qui a une position géostratégique importante. Et cela doit être dans un cadre de vision. Donc, si je posais la question à tous les participants, hein, quelle est la vision comment s'appelle, d'Haïti en termes de sa projection économique, moi, je veux dire, je la pose tout le temps et je n'ai pas encore eu de réponse uniforme. Peut-être c'est quelque chose à penser. Et peut-être, sachant que, on l'espère, il y aura un processus, j'espère, de débat sur des contenus, sur une vision d'un pays, avec naturellement un processus électoral qui est annoncé. On voudrait aussi que les différentes couleurs politiques qui, naturellement, vont vous contacter pour solliciter votre vote, vous présentent aussi une vision économique. Donc, l'idée aussi, et nous voulons participer à cet enjeu, à ce défi, mais à cette réflexion collective, c'est de travailler sur un rapport, le plus d'un, ce qu'ils appellent des rapports de développement humain, mais qui sera centré l'année prochaine sur une vision économique, sur ces potentialités qui aujourd'hui ne sont pas mises en avant. Et ce sera un processus d'interlocution, de débat avec tous les participants, de façon à ce qu'on puisse collectivement trouver ces éléments et les mettre dans un document qui sera un centre de débat et j'espère qu'il inspirera la prise de décision, notamment en politique publique, propositions électorales, etc., etc. Pour nous, cela est un thème fondamental et je pense que c'est peut-être un thème à discuter. J'arrive au numéro 6 qui est juste en bas, qui va aussi avec le thème de la vision. Le narratif aujourd'hui sur Haïti, c'est justement défi. Lorsqu'on vous connaissez tous un SWOT a des défis, des opportunités. Je pense qu'il faut commencer à changer le narratif. Le narratif est aussi basé sur les opportunités qu'Haïti représente. Et donc, la partie communicationnelle est fondamentale. En ce qui nous concerne, et donc ça fait partie des projets qu'on a dans les mois qui suivent, on va lancer un programme d'interview qu'on a appelé We Haïti Capable, en créole naturellement. Les interviews sont en français, mes excuses pour cela, où on va interviewer des leaders communautaires, des leaders académiques, des leaders spirituels, des leaders économiques, naturellement des leaders de l'institutionnalité publique, pour parler de cet Haïti qui avance, cet Haïti qui a une vision, cet Haïti qui y croit. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant et ce sera un programme qu'on va faire d'interviews de 20 minutes. On va inviter des différents leaders. On va commencer avec 5 femmes d'ailleurs. Et qu'on va, comment s'appelle, le divulguer à travers les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais il est important pour nous, et je pense qu'avec tous les gens avec qui on a parlé, de parler d'un autre narratif. Je ne dis pas qu'il faut oublier des réalités que l'on voit, mais aussi parler de cette opportunité, de cette fenêtre d'opportunité, de ce potentiel. Et pour nous, cela est fondamental. Donc, quelques éléments de notre programmation qu'on est en train de mettre en avant. Un, c'est travailler sur le thème du plan urbain de la ville de Port-au-Prince, ou la partie métropolitaine de Port-au-Prince. Nous savons que Port-au-Prince est une ville dans les Caraïbes. Normalement, aux Caraïbes, on y va pour profiter de la vie. Toutes les capitales dans les villes des Caraïbes ont un bord de mer. Ce bord de mer n'existe pas aujourd'hui sur Port-au-Prince. Et nous savons tous que Port-au-Prince a un potentiel énorme, un potentiel historique, un potentiel économique important, un potentiel social. Et donc, nous savons qu'il y a eu des exercices qui ont été faits dans le passé. Et dans ce sens, nous pouvons capitaliser sur cet élément pour donner cette vision d'un Port-au-Prince qui va prendre en compte différentes dimensions, la partie historique, la partie, disons, économique qui se situe dans certaines zones, les parties naturellement où il y a une concentration de la population plus importante. Et donc, il y aura un travail avec des experts urbains, les autorités naturellement et les différents acteurs pour parler de cet Haïti, de sa projection dans le futur. Nous avons aussi dans notre travail à futur, et nous avons commencé à travailler avec les autorités portuaires, notamment les autorités publiques et privées. Il y a un intérêt, et notamment de commencer à parler d'une adéquation du système portuaire aux législations internationales, aux pratiques internationales, peut-être travailler un peu sur le thème de l'infrastructure, mais aussi, on sait le rôle important qu'elle joue. Et donc, nous avons une intention de travailler dans ce domaine, et nous sommes dans des phases initiales de travail. Je passe au numéro 4. Ça, c'est un programme que nous avons discuté avec les autorités, sur lequel nous nous préparons. Et la représentante du BID a donné quelques éléments de ce type de programme. Mais une des réflexions que l'on a eues déjà depuis presque un an, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où, et on veut tous que cela soit le plus tôt possible, que la PNH, conjointement avec la mission sécuritaire, libère une zone.
et maintient cette sécurité. Il faut que l'État retourne, il faut que l'activité économique retourne, il faut que l'activité sociale retourne. Il s'agit disons, de démarches qui se préparent en anticipation. Donc, il y a tout un thème d'infrastructure sécuritaire, un thème du travail, du cash for work dont vous parlez, la représentante du BID. Et donc, d'articuler des démarches. Et le PNUD est en train de se préparer à travers un programme que nous avons appelé, et donc, excusez-moi pour le créole, Action qui vise l'amélioration du niveau socio-économique. Et donc, l'acronyme, c'est AVANCE. Finalement, nous avons des éléments un peu plus, disons, qui vont en ligne avec l'économie digitale, un programme qui va se centrer sur la partie de l'innovation financière. Vous avez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de parler, s'il pouvait se déconnecter, s'il vous plaît. Merci. Donc, tout ce qui est d'innovation financière et digitale. Nous avons aujourd'hui des fintechs qui font un travail remarquable, notamment avec des produits de paiement. Je pense qu'on peut étendre la gamme sur d'autres produits, thèmes d'assurance, par exemple, thèmes de prêt. Je sais que cela va avec un thème de réglementation, mais il y a tout un travail à faire en termes de diversification et élargir la gamme de produits financiers qui peuvent être émis par des institutions de microfinance, des fintechs, de la banque traditionnelle, pour arriver aux citoyens, aux citoyennes dans les coins les plus lointains de la ville, du pays, et leur donner justement, à travers une inclusion financière, des moyens justement d'investir, de consommer et éventuellement de contribuer à leur développement. Donc, il y a tout un travail que nous allons faire. Et pour ce fait, nous avons en développement et en consultation avec le siège une initiative que nous avons appelée Techno-Innovation qui s'adresse aux jeunes. De nouveau, la jeunesse est pour nous un thème fondamental. C'est un actif fondamental de cette économie, de ce pays, et sur laquelle on peut bâtir, construire, et qui a tous les atouts pour réussir. Et donc, aujourd'hui, avec l'économie digitale, il peut y avoir, on peut stimuler certains comportements, une acquisition de certains savoir-faire en termes de code, en termes de services après-vente via téléphonie cellulaire. Et donc, faire une économie de services dont parlait M. Moisson en profitant de cette jeunesse qui a tout pour l'élément. Troisièmement, et le dernier et avant-dernier, nous croyons aussi dans le rôle des PME. Et donc, aujourd'hui, il y a des acteurs économiques, des petits acteurs économiques qui sont en dessous de l'attention, disons, du capital commercial, qui aujourd'hui jouent sur la base des règles du jeu qui sont légitimes. Ce n'est pas de l'économie informelle. C'est aussi des espèces où il y a des jeunes. J'ai rencontré l'autre jour, pas encore rencontré, mais je vais les rencontrer. Ils ne le savent pas encore, mais j'ai demandé une réunion. L'autre jour, on a eu un échange avec des jeunes qui ont travaillé sur des thèmes de robotique, qui ont gagné un prix international. Donc, il y a la créativité, il y a de l'élan, il y a l'entrepreneuriat. Il faut aller chercher ces expressions, il faut les appuyer. Et ces appuis se font à travers des incubateurs, se fait avec des accélérateurs à des stades différents, avec différentes formes de capital, avec différentes appréhensions du risque et des accompagnements techniques. Je pense qu'il y a tout un travail à faire et concentrer l'attention sur la PME, que ce soit une personne ou deux personnes, dans leur phase critique de création de l'entreprise, acquisition des premiers clients, développement du produit, la vente de ce produit ou ce service, ce sont des phases très sensibles et c'est là où nous voyons des éléments d'innovation, de jeunesse, du rôle des femmes. Et je pense que c'est là où il y a toute la créativité haïtienne que tout le monde connaît. Et finalement, je vous l'ai dit, et je me suis un peu devancé, le thème de l'inclusion financière. Juste pour vous dire, hier, j'étais en réunion et malheureusement, je suis absent du pays pendant une semaine, et donc c'est mal tombé, mais hier, j'ai rencontré Amazon pour parler d'inclusion financière. Et donc, pour voir comment on peut inclure la jeunesse financièrement, comment ils peuvent acquérir cette compréhension des concepts d'instruments financiers, de l'utilisation à travers le digital, d'avoir quelques éléments aussi disons, de gestion, de petites, on peut dire, de management. Et cela, aujourd'hui, se peut faire à travers différentes plateformes. Donc, nous sommes pour parler avec eux et nous serons ravis, naturellement, de poursuivre ces collaborations avec eux et notamment avec les autorités éducatives du gouvernement et tout intéressé. Mais c'est ce type d'initiative que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont en avance. Et si un jour on arrivera à OpenAI pour les ramener en Haïti, on le fera. Mais je pense qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent capitaliser que c'est un peu cette vision qu'on veut capitaliser.
la potentialité d'Haïti, sa jeunesse, sa force, sa créativité et naturellement la géoposition géostratégique d'Haïti dans un monde globalisé, dans des dynamiques d'opportunités. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc, la raison pour laquelle on est en train de construire ce programme, c'est pour capitaliser et passer aussi ce message. Je vais passer ce slide, mais c'était justement un peu l'évolution d'un. Comme vous voyez, il y a dans la partie basse, il y a trois phases, une phase d'incubation d'une entreprise, une phase de consolidation ou d'accélération de cette compagnie et une phase de passer, disons, à l'échelle. Nous pensons que ces phases préliminaires d'incubation ou justement de la donation des capitaux qui sont portés à taux, disons, plus concessionnels, que ce soit de la dette, que ce soit de la garantie, que peut-être que ce soit même d'autres instruments avec des donations, ou peut-être la participation en capital, peut-être il y a quelque chose qui peut se faire. Mais on pense que c'est là où il y a la créativité et là où il y a des éléments. Et je termine sur quelques slides. J'ai parlé d'un espace de rencontre entre capital et entrepreneuriat. Et je vais passer cette slide, mais passer sur la prochaine. Donc, nous avons développé avec une autre entité des Nations Unies un espace de rencontre. Je suppose que vous connaissez tous LinkedIn. LinkedIn, c'est deux professionnels qui se rencontrent et qui se font signe. Ils disent, je suis intéressé de te contacter. On pense qu'aussi, il est important d'avoir des espaces entre investisseurs qui cherchent entrepreneurs. Et donc, l'idée, ce ne serait plus un individu, mais ce serait une entité qui rencontre une autre entité. Donc, il y a tout un travail qui a été fait, et nous sommes en train de considérer de l'apporter en Haïti, de créer ce LinkedIn pour entrepreneurs, investisseurs, et en réalité, il y a une troisième dimension, c'est des experts qui donnent leur travail d'une façon globale. C'est une troisième dimension. Donc, quelques éléments, de façon à ce que ce ne soit pas une rencontre aveugle, c'est que l'entreprise qui cherche du capital, qui aujourd'hui veut être visible dans un site web, doit répondre à un questionnaire. Ça, c'est la première chose. Le questionnaire est standard et c'est un questionnaire avec des choix multiples. Et c'est ce que vous voyez avec la partie haute à gauche. L'information est reprise par un algorithme. Et qu'est-ce que ça donne? On évalue l'entreprise. Donc, l'entreprise, ce n'est pas simplement dire je suis le meilleur, donnez-moi de l'argent sous cette forme et pour cette finalité, mais en réalité, elle est évaluée. Et donc, ce que vous voyez dans la partie haute à gauche, c'est des couleurs. Donc, ça ne sera pas un rating pour quantifiable, mais des couleurs qui donnent, disons, une idée des forces et des faiblesses de cette entreprise à base de 19 points. Donc, ça permet deux choses. Un, donner à l'investisseur un aperçu au préalable de cette entreprise sur ses forces et ses faiblesses. Et je peux vous dire que ce sont 149 questions. Donc, il y a quand même un travail au préalable. Ce que je veux insister, c'est qu'une entreprise qui aujourd'hui cherche du capital doit se préparer. Ce n'est pas arriver à dire j'ai besoin d'argent, mais on doit préparer son message, on doit préparer l'articulation de ce qu'on vend et ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc, on essaie de les apporter dans cette dynamique à travers de ce questionnaire. La deuxième chose que vous voyez, c'est le vidéo de pitch. Donc, on demande à l'entreprise de répondre au questionnaire et d'enregistrer un vidéo de pitch, disant ça, c'est ce que je fais, ça, c'est l'environnement dans lequel j'opère, les perspectives, ça, ce sont mes produits, ça, ce sont mes projections dans le futur. Les raisons pour lesquelles je veux que vous m'accompagniez sous cette forme sont les suivantes. Et ça, c'est un élément fondamental. On sait très bien qu'il y a des espaces de ce type où c'est simplement le vidéo pitch qui est l'élément conducteur de cette relation. Ce sont les deux choses qu'on demande à l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est qu'on mettrait ça à la disposition d'entreprises haïtiennes pour qu'elles s'enregistrent, elles élèvent et de l'autre côté, rencontrent des investisseurs. Les investisseurs, c'est très simple, c'est 20 questions, c'est savoir quels sont les secteurs qui les intéressent, quelle est la typologie d'investissement et sous quelles conditions, ils opèrent, des types d'investissement, les secteurs, et oui, c'est plutôt ça, donc, et pour avoir ces éléments. Donc, nous voulons lancer ça dans les mois qui suivent, sachant qu'il y a un effort, disons, informatique qui est déjà fait, mais il y a tout un effort de socialisation. Et pour ce fait, on pense que ça pourrait être aussi un espace de rencontre où la diaspora haïtienne peut faire un browsing de différentes entreprises, cliquer, dire cette entreprise m'intéresse, je les contacte. Donc, c'est une mise en réseautage. Ce n'est pas une validation de l'entreprise, mais c'est justement une prise de connaissance d'un investisseur vis-à-vis d'un entrepreneur ou d'un entrepreneur vis-à-vis d'un investisseur. Et on pense que ces marchés sont importants. Donc,
Je passe tous les autres éléments, mais il y a aussi dans ce snapshot qu'on a mis, il y a des éléments d'analyse de secteur. Le PNUD travaille sur des analyses de secteur. Nous avons créé aussi pour des investisseurs, parce que notamment ceux qui vont participer dans ce site, ce seront des PME. Et il y a du grand capital qui n'est pas intéressé par des petits deals. Donc, ce qu'ils veulent, c'est acheter des portefeuilles. Donc, dans le site, on peut créer un portefeuille disant, je veux toutes les entreprises qui font de la robotique, j'espère qu'il y en a plus qu'une, en Haïti, et créer ce portefeuille, et justement pour que cet investisseur puisse avoir une approche de portefeuille au-delà d'un deal en particulier. Et finalement, nous avons créé, ce qu'on voit à droite, à gauche, c'est une visualisation des indicateurs clés en termes de transparence, gouvernance économique, sociaux d'Haïti. Nous avons les dernières informations que nous avons reprises, disons, comment s'appelle, des instituts statistiques, des banques mondiales, les autres, que nous reprenons et que nous avons visualisés sur ce portail. Donc, tout ça pour terminer, bien que je ne vous donne pas la réponse, et si on avait tous la réponse de comment faciliter l'investissement venant de la diaspora, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, c'est comment trouver des deals. Comment appuyer ces deals pour qu'ils puissent croître, qu'ils puissent arriver à un niveau de viabilité qui génère l'intérêt d'un investisseur qui, avant tout, veut des assurances, qui veut réduire son risque et maximiser naturellement l'apport de son financement, et j'espère aussi avec une vocation de changer le monde. Donc, pour nous, le thème de appuyer des incubateurs qui existent aujourd'hui en Haïti, appuyer des accélérateurs, créer cette plateforme, miser sur la jeunesse, pour nous, ce sont des éléments fondamentaux. Mais on pense que ça doit partir aussi à travers une conversation entre nous tous sur une vision du potentiel économique d'Haïti, qui, à mon avis, peut-être, disons, euh, on peut lui donner un peu plus de forme. On sait que les derniers instruments de planification ne sont pas très récents. Pour ne pas rentrer dans le détail, il n'y avait pas d'intelligence artificielle lorsque les derniers instruments de planification étaient mis en œuvre. Donc, il y a peut-être un exercice de remise en état et revisualisation de ce que l'économie haïtienne peut offrir et son potentiel. Et cela va changer un peu les éléments du narratif. Je termine sur ça. De nouveau, notre en face, c'est des opportunités, tout en connaissant et prenant conscience des défis. Mais je pense que changer le narratif, changer le degré d'utilisation de mots en parlant d'un verre qui se remplit au lieu d'un verre à moitié plein ou un quart plein ou n'est pas important, mais plein au lieu d'être vide. Je pense que c'est un élément fondamental parce qu'on sait que dans les thèmes d'investissement, il y a un effet de troupeau. Lorsqu'il y a le premier investisseur qui arrive, ben, tous les autres suivent. Donc, je pense que aussi, nous, on a un devoir de motiver cette conversation, de donner ces éléments de réflexion et à travers aussi, j'espère, d'investissement qu'on va appuyer, aussi montrer qu'il y a une possibilité qu'on s'appelle de succès et naturellement de mobiliser des capitaux étrangers ou des capitaux de la diaspora venant des pays qu'on s'appelle limitrophes d'Haïti. Sur ça, je m'arrête et de nouveau, encore merci pour l'espace et naturellement, on se tient à votre disposition pour avoir des échanges en bilatéral. Merci.